Quelle est la contribution que Promotion Santé Suisse et que la prévention peuvent faire, peuvent s'acquitter? Quelles sont les mesures qui sont efficaces? Karine Zurcher et Andrea Lutz vont tenter de répondre à ces questions. Ils en ont fait une étude dont ils présentent le fruit du labeur. Karine Zurcher, Andrea Lutz. Les deux personnalités sont en direct dans ce studio et d'ailleurs, vous pouvez aussi formuler vos questions à l'envi. En bas à droite, il y a une colonne qui est libre à vos questions. Soyez la bienvenue, Madame Zurcher et Monsieur Lutz. Merci beaucoup, Promotion Santé Suisse, pour cette introduction, pour cette invitation. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter les résultats de notre enquête Delphi auprès d'experts suisses du domaine santé et social sur les enjeux de la pandémie et des mesures qui sont liées sur notre domaine d'activité, qu'est la promotion de la santé et la prévention. Notre présentation se déroule en 3 points. Une première partie introductive quant aux objectifs et à la méthode spécifique de cette enquête, les principaux résultats et puis finalement les enseignements que nous tirons à ce stade. Les objectifs et la méthode, pour commencer. Donc, une situation de pandémie, de semi-confinement, dont l'impact sur les problématiques de santé d'abord et également sur les interventions de prévention et promotion de la santé ensuite est totalement inédite et puis avec des conséquences dont on ignore comment on doit ajuster les interventions. Ça, c'était la situation de départ de l'enquête au printemps 2020. Donc un besoin de connaissance, un besoin de consulter des experts du domaine pour réagir de manière adéquate par rapport à la situation. L'objectif de l'enquête était donc d'identifier premièrement les besoins de la population suisse en matière de promotion de la santé et de prévention, Or, l'enjeu de la prévention et de la gestion de la maladie infectieuse elle-même dans le contexte de la pandémie. Et sur la base de ces problématiques identifiées, de générer des connaissances sur les interventions de promotion de la santé et de prévention qui sont utiles, pertinentes, qui sont peut-être à ajuster. La méthodologie de recherche, tout d'abord une revue de la littérature, évidemment, mais l'enjeu de la revue de la littérature sur cette thématique-là, c'est que les données ont émergé au fur et à mesure, mais nécessité quand même de répertorier ce qui s'est fait et ce qui s'est dit, notamment à l'international. Le deuxième volet de notre étude, c'est une enquête Delphi auprès d'experts suisses du domaine de la santé et du social. C'est sur cet aspect-là que notre présentation portera. La méthode Delphi est un outil prospectif qui permet d'agréger des opinions d'experts autour de plusieurs questions ou d'une question d'importance majeure dont les réponses sont encore inconnues ou imprécises ou en tout cas pas totalement répondues, ce qui était bien le cas des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention au printemps 2021, quant à savoir qu'est-ce qui est pertinent d'être fait en termes de prévention des maladies non transmissibles, d'action sur les facteurs de risque, activité physique, alimentation, tabac et alcool, et également sur les questions d'addiction et de santé mentale. On avait ce besoin de connaissances-là et de fait le besoin de consulter les experts pour tenter d'y répondre. Le calendrier du projet, donc on a évidemment démarré la conceptualisation dès le printemps avec un premier round auprès des enquêtes des experts l'été 2020, donc en juillet, un premier round pour l'enquête Delphi et un second round en octobre de cette année. Nous sommes actuellement dans la phase de finalisation du projet, mais pas totalement non plus. Donc les résultats qui vous sont présentés aujourd'hui sont d'une part un échantillon des résultats et d'autre part des résultats qui sont préliminaires. Certaines analyses doivent encore être poursuivies, affinées certainement. Donc pas totalement terminer l'enquête. Venons-en aux principaux résultats. Le panel de le profil de notre panel, donc le nombre d'experts était lors du premier round 121 experts et expertes suisses sollicités et qui ont répondu, un petit peu moins au second round, 99 personnes, une perte qui est liée à la méthodologie et puis qui est acceptable sous le plan de la méthode. Quant à la représentation en termes de sexe, une légère représentation des femmes dans les deux rounds, mais dans un équilibre toutefois
raisonnable. Pour ce qui est de la représentation des régions linguistiques, une surreprésentation de la Suisse latine parmi les experts liée à certainement évidemment notre propre réseau, puisqu'on a fait partir l'enquête auprès de notre réseau qui a été complétée de manière importante par les connaissances et le réseau de promotion santé suisse avec laquelle on a collaboré pour cette étude. Le domaine d'activité des experts, essentiellement le domaine d'activité de la santé publique, également santé sociale, pour ensuite avoir également des experts représentant des domaines de l'éducation notamment. Les types d'institutions d'où provenaient nos experts, un relatif panachage des types d'institutions avec une représentation à la fois des institutions de recherche, de formation, les administrations cantonales et fédérales, et finalement les acteurs, les associations, les ONG actifs au niveau du terrain dans les niveaux national ou régional. Première question qui leur a été posée, c'est la pertinence de la promotion de la santé et de la prévention en contexte de pandémie. Est-ce qu'il faut lâcher les activités de promotion de la santé et de prévention et laisser l'entier de la place à la lutte contre la maladie transmissible? C'était une question majeure que nous avions au printemps 2020. Là, on voit les résultats. L'avis des experts largement majoritaire pour affirmer qu'il est important de poursuivre les efforts de promotion de la santé et de prévention, que la situation n'est pas trop anxiogène. C'était une question qu'on se posait, est-ce que c'est trop anxiogène? Est-ce qu'on doit rajouter des éléments sur les comportements, l'hygiène de vie notamment? Là, les experts sont d'avis que ce n'est pas le cas, que malgré le contexte, on peut poursuivre à thématiser nos domaines d'activité. Et également qu'il est pertinent et adéquat de poursuivre les efforts quant aux facteurs de risque des maladies non transmissibles qui sont également parfois similaires à ceux liés au Covid. Donc une confirmation de la pertinence et de l'adéquation du domaine d'activité et des interventions qui y sont liées malgré la pandémie. Seconde question, second groupe de questions, les problématiques socio-sanitaires qui sont prioritaires dans un tel contexte. Donc on a posé la question aux experts. Dans le premier round, ils ont pu s'exprimer de manière libre sur les problématiques qui étaient pour eux les thématiques prioritaires ou les problématiques prioritaires dans un tel contexte. Dans le deuxième round, on a pris les 10 groupes de problématiques qui avaient été identifiés comme prioritaires dans le premier round et on a demandé aux experts une priorisation des problématiques. Là, on obtient les résultats avec un consensus assez important des experts attendus. On en a largement parlé ce matin, mais ça confirme le regard des experts sur la situation et l'impact de la situation de pandémie sur les problématiques de santé, avec de manière assez massive la santé mentale qui arrive en tête comme les problématiques jugées prioritaires, l'isolement social en seconde place, et ensuite on arrive également avec les enjeux, les vulnérabilités socio-économiques liées à la perte et l'insécurité de revenus, liées à la perte de l'emploi, au chômage, notamment la précarité, et puis également la question qui arrive assez rapidement, la question des conflits, notamment intrafamiliaux. Les groupes cibles prioritaires, évidemment, une question que nous avons également soumise à notre groupe d'experts. Quels sont les groupes cibles qu'il faut cibler de manière prioritaire dans ce contexte-là? Pareil, dans le premier round, les experts ont pu s'exprimer librement, de manière ouverte, sur les groupes qui jugeaient prioritaires. Et dans le second round, nous leur avons demandé de prioriser les 10 premiers groupes cibles qui arrivaient en tête lors du premier round. On voit là aussi, de manière non surprenante et attendue, on a les points de convergence avec les éléments qui ont été présentés ce matin, les personnes âgées, les personnes seules, les personnes à bas statut socio-économique et les personnes avec des problèmes de santé psychiques et physiques ressortent comme les plus prioritaires. La question où les groupes des jeunes et des enfants a perdu de l'importance aux yeux des experts entre le premier et le second round, de manière relativement surprenante, notamment si on met en regard ce point en lien avec ce qui a été énoncé ce matin, peut-être à reprendre, à questionner. Nous avons ensuite demandé aux experts de citer des interventions de promotion de la santé et prévention qui avaient été mises en place pendant la pandémie dont ils avaient connaissance, qui avaient été mises en place par leur institution ou d'autres institutions.
Les experts devaient indiquer quelles étaient les problématiques ciblées par ces interventions, quelles méthodes étaient utilisées, quels canaux et quelle forme prenaient ces interventions. Ici, dans ce graphique, vous voyez quelles sont les problématiques ciblées principalement par ces interventions. On retrouve à peu près les mêmes problématiques qui avaient été jugées tout à l'heure comme étant prioritaires. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que ça montre qu'il y a une adéquation entre les actions menées et les besoins prioritaires jugés par les experts. Une seule différence, c'est que les thématiques socio-économiques viennent ici un peu plus bas, tandis que nos thématiques classiques, l'alimentation, l'activité physique, le tabac, l'alcool, viennent ici tout en haut. Donc ça montre que nos activités sont restées pas mal centrées sur nos thématiques habituelles. Ensuite, on a abordé la thématique de la communication et des canaux qui sont le plus pertinents dans le contexte de la pandémie pour diffuser des messages de promotion de la santé. On a d'abord demandé aux experts d'évaluer la pertinence de ces canaux de manière générale et ensuite pour chaque groupe cible. Et ça a donné en fait le tableau croisé suivant, où vous voyez pour chaque groupe cible sur la gauche, sur la colonne de gauche, quels sont les canaux qui sont jugés comme étant les plus utiles, les plus pertinents. Quand il y a 2 coches, ça veut dire qu'il y a plus de 75% des participants qui ont coché ce canal. Et quand il y a une seule coche, ça veut dire qu'il y a entre 50 et 74% des participants qui l'ont coché. Je ne vais pas commenter le tableau dans le détail, mais on voit quand même des tendances qui se démarquent. Par exemple, chez les personnes âgées, c'est plutôt les masses médias qui sont jugés comme étant pertinents, la télé et la radio. Chez les jeunes, clairement, les réseaux sociaux, Internet, les applications. Et chez des groupes comme les enfants ou des groupes en situation de vulnérabilité, c'est plutôt les multiplicateurs, donc les professionnels relais, qui sont jugés comme étant plus pertinents. Ensuite, il y a aussi la thématique du numérique qui est revenue, qui est sortie déjà dans le premier round, spontanément dans les réponses des participants quand ils ont dû mentionner des interventions qui ont été menées pendant cette période. C'était beaucoup d'interventions à distance, donc via Internet. Et on a donc profité dans le deuxième round de leur poser la question de savoir quelle place, d'après vous, le numérique va assumer dans nos champs d'activité dans le futur. Et là, la majorité des experts est d'avis que la place du numérique, le numérique va garder une place importante dans notre domaine dans le futur, que cette numérisation de nos activités, c'est plutôt une évolution souhaitable et positive pour nos activités. Et par contre, concernant les risques et les menaces potentielles que ces outils peuvent engendrer, là, les experts ils sont un peu plus partagés, moitié-moitié, pour dire qu'il y a des risques ou qu'il n'y a pas de risques. Et justement, à ce sujet-là, on a profité du deuxième round pour poser la question à nos experts de savoir quels sont, d'après vous, les principaux risques. Ce qui est ressorti là de manière qualitative, c'est surtout la perte du contact humain, la fracture numérique, le fait que certains groupes n'ont pas accès au numérique et donc restent exclus, la perte de qualité de l'information et ainsi de suite. Concernant les opportunités, parce qu'il y a bien sûr aussi des opportunités, les experts ils ont cité notamment la possibilité de toucher plus de personnes, d'avoir une accessibilité au sens large, qu'on peut toucher beaucoup d'individus, et aussi la réactivité, adaptabilité finalement, le gain de temps et un meilleur ciblage de certains groupes, notamment les jeunes. Toujours concernant les outils numériques, on a demandé aux professionnels quels sont leurs besoins à ce sujet en termes de compétences. Et là, il y a plusieurs catégories qui sont ressorties en termes de compétences. Donc, le besoin de se former sur les potentiels, sur les outils à disposition, les besoins de se former sur la gestion des réseaux sociaux, comment on communique via les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Ensuite, un autre grand chapitre dans notre questionnaire était celui de la coordination, qui a été d'abord relevé dans le premier round comme étant une faiblesse, en guillemets, de cette situation de pandémie où tout le monde travaille un petit peu dans l'urgence et de son côté. Donc, les experts ils ont souligné le besoin de renforcer la coordination de nos actions.
et on leur a demandé quelles étaient selon eux les principales mesures qui permettraient de renforcer la coordination. Et là, ce qui est ressorti, c'est par exemple le besoin d'une plateforme d'échange interprofessionnel, le besoin d'une instance de coordination nationale, une plateforme, comme je disais, professionnelle ou encore des plateformes d'information pour le public ou des stratégies et des guidelines, des lignes directrices à l'échelle nationale. Toujours concernant la coordination, on a demandé aux experts qui devraient se charger de travailler à cette coordination, quelles sont les instances de coordination déjà existantes qui pourraient jouer un rôle à ce niveau-là. Et ce qui est ressorti, c'est que ce sont surtout des groupements nationaux, comme par exemple la CDS, la classe, ARPS et d'autres groupements nationaux qui pourraient travailler à la coordination. Encore les administrations cantonales ou fédérales, Promotion Santé Suisse et d'autres acteurs, bien sûr, nationaux et cantonaux. Enfin, un autre chapitre très important de notre enquête était aussi la question du changement institutionnel et des stratégies d'adaptation que les différentes organisations, associations et acteurs ont mis en place pour gérer cette situation de crise. Ici, la majorité des experts est d'accord pour indiquer pour affirmer que son institution et ses activités ont connu des changements importants pendant la période de pandémie. Cependant, il y a aussi une majorité relative d'experts qui dit que leur institution a retrouvé un fonctionnement qui est assez proche de celui d'avant la pandémie et que leur organisation dispose d'une stratégie à moyen-long terme pour faire face à la pandémie. Donc ça, c'est plutôt positif et rassurant. Cependant, il faut aussi tenir compte de la période à laquelle on a posé cette question. C'était en octobre, donc une période qui précède la deuxième vague ou qui était au début de la deuxième vague où les activités avaient repris leur cours, mais qui ont été stoppées par la suite. Donc si on devait reposer cette question aujourd'hui, on aurait probablement des réponses qui seraient différentes. Pour conclure, quels sont les enseignements que nous tirons avec ces éléments généraux, en tout cas à ce stade? Premier point, renforcer l'action sur les déterminants sociaux de la santé, accroître les partenariats santé sociale, développer le plaidoyer. C'est un enjeu qu'on connaît en situation ordinaire, qui est encore plus vrai en situation de crise. Tant on a vu combien les enjeux, notamment de l'isolement social et de la vulnérabilité professionnelle, économique, étaient impactantes, étaient jugées prioritaires par les experts. Donc travailler peut-être encore davantage avec les acteurs de l'action sociale, de la cohésion sociale notamment. Intervenir auprès de l'ensemble de la population avec une attention très spécifique, particulière, sur les groupes qui ont des besoins particuliers. On en a cité quelques-uns, les seniors notamment, et de nouveau les groupes avec certaines vulnérabilités, que ce soit socio-économiques ou en termes de santé. Diversifier les canaux de communication. Chaque type de canal n'atteint pas les mêmes publics. On le sait, là aussi en situation ordinaire, c'est encore plus vrai en situation de pandémie, où on se retrouve avec une palette d'outils qui est peut-être limitée en raison des mesures liées à la situation. Exploiter le potentiel du numérique, c'est un point qui est ressorti très fortement dans l'enquête. Par contre, travailler à évaluer son impact, maîtriser les risques ou les effets pervers possibles en développant notamment les compétences des professionnels quant à leurs usages. Valoriser les ressources des communautés via le recours aux multiplicateurs. Là aussi, évidemment, c'est un enjeu majeur en situation ordinaire, mais peut-être qu'en situation telle qu'une pandémie, encore davantage, et là encore spécifiquement par rapport aux acteurs du social notamment. Échanger les savoirs, mettre en place une coordination, ça a été dit, avec la crise, on agit avec des ressources qui sont parfois limitées. Néanmoins, les experts sont communément d'avis que l'échange de savoir, de bonnes pratiques et de savoir-faire doit se mettre en place à l'échelle de notre territoire et que la coordination doit être renforcée entre les acteurs, entre les thématiques et puis pour soutenir les différents enjeux qui sont ceux de notre domaine dans une telle situation.
population. Et pour finir, élaborer des lignes directrices, travailler au niveau des structures, des institutions, d'une structure locale versus des autorités de santé publique, peut-être à l'échelon cantonal ou national, pour soutenir, encadrer, canaliser les acteurs et les actions de promotion de la santé et de prévention en contexte de pandémie. Merci beaucoup pour votre attention et un merci tout particulier au groupe de projet à l'interne d'Unisanté et également à l'interne de promotion santé suisse qui a collaboré activement à cette enquête et également au département de sociologie de l'Université de Genève qui ont été des partenaires majeurs. Et finalement, un grand merci à tous les experts qui ont participé à cette enquête. Plus de 100 quasi ont participé. L'entier des noms sera rendu visible et public dans le cadre de notre rapport, évidemment sans possibilité de lien entre les noms et les réponses. Merci chaleureusement à chacun d'entre eux, certainement que beaucoup nous entendent maintenant. Merci beaucoup, Karin Zürcher, Andrea Lutz. Vous venez un peu plus proche chez nous. Merci, Andrea Lutz. Merci, c'était assez intéressant pour moi. J'ai noté 2 questions avant la grande discussion avec le public, si vous me permettez. Karin Zürcher, dans votre enquête, est-ce que vous avez observé des différences entre Suisse latine et Suisse alémanique? Et si oui, c'était lesquelles? Alors, de manière générale, on observe une relative symétrie entre les régions, mais effectivement, sur certaines questions, des différences peuvent être observées. Et je laisse Andrea compléter. Oui. C'était quoi, par exemple, sur les problématiques prioritaires, on constate en Suisse romande que les problématiques socio-économiques comme le chômage, la perte de revenus, etc., ressortent comme étant davantage prioritaires qu'en Suisse alémanique. Puis ensuite aussi, concernant par exemple la légitimité, l'importance de la promotion de la santé dans ce contexte, en Suisse romande, il y a davantage d'experts qui émettent des réserves là-dessus et qui sont réticents quant à la nécessité de faire de la promotion de la santé dans ce cadre où l'économie s'est arrêtée, où on est dans un contexte de pandémie. Vous avez parlé des experts. Est-ce que vous pensez que les perceptions des professionnels reflètent correctement les besoins réels de la population durant la pandémie? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, effectivement, c'est toujours un enjeu majeur avec ce type d'enquête. Et puis, on connaît le gap qui existe entre les besoins tels qu'ils sont perçus par les professionnels, par les experts, et les besoins réel vécu de la population, évidemment dans toute situation de santé publique. Si on met en regard les données qu'on obtient de notre côté avec notamment celles qui nous ont été présentées ce matin, qui elles étaient des enquêtes populationnelles, on voit quand même des convergences évidemment de thématiques. Donc le regard des professionnels et des experts ne semble pas si faux par rapport à la réalité vécue, avec notamment la question, heureusement, notamment peut-être la question des enfants et des jeunes qui semble plus prégnante auprès des enquêtes dans les enquêtes populationnelles et puis peut-être moins importante chez les experts, combien même elles restent dans les problématiques prioritaires. Bon, merci pour le moment. On se reverra dans un instant pour la discussion avec le public. Merci bien, Karin Zürcher, Andrea Lutz.